Bon, je pense que tout le monde est arrivé là. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes au moins quelques-uns à avoir trouvé l'enregistrement que j'ai mis à disposition sur le site internet en remplacement du cours de la semaine dernière. Est-ce que au moins certains d'entre vous ont reçu l'information? Oui? D'accord, parce que je pense que j'ai très peu d'étudiants dans mon mailing, mais tout simplement, enfin je vous l'avais dit, hein, si vous voulez être dans le mailing et recevoir l'information, il suffit de m'envoyer un mail à mon adresse. Et sinon, vous allez directement voir sur le site du cours, en général le jeudi ou le vendredi, j'ai eu le temps dans le pire des cas le samedi matin, mais en principe le jeudi ou le vendredi, le cours est en ligne. Donc quand je suis absent, en général, je fais un cours dans ma chambre d'hôtel et puis je vous le diffuse comme ça, ça nous évite d'avoir à rattraper les cours, ce qui est toujours très compliqué dans cette université. Alors, je vais tout de même revenir sans m'y arrêter, mais reparcourir rapidement ce que je vous ai proposé la semaine dernière, c'est-à-dire donc une première approche de la folk linguistics selon Preston, avec le traitement d'un exemple particulier qui suit un schéma d'ensemble dans lequel on indique quel est l'endroit où on pourrait situer l'ensemble des remarques relevant de l'épilinguistique ou de la folk linguistics. Et donc, j'avais un tout petit peu commenté ce schéma qui indique sur un pôle du triangle ce que les gens disent, c'est-à-dire, en général, la linguistique s'arrête là, hein, elle s'arrête à analyser les énoncés, attestés ou possibles, mais disons ce que les gens disent ou peuvent dire. Le point de vue de la folk linguistics prend dans son ensemble de données, mais on a vu qu'avec Cuglioli et le concept d'épilinguistique, c'était aussi le cas, prend également dans le champ de l'analyse linguistique les réactions conscientes à ce que les gens disent, les commentaires sur la langue, et puis les réactions éventuellement inconscientes. Donc j'avais commenté en disant que effectivement sur le pôle B, là B1, BN de ce triangle, il y a une polarité entre des réactions qui sont plus ou moins conscientes, plus ou moins inconscientes à ce que les gens disent. Mais donc il y a bien la prise en considération de ces deux plans, ce que les gens disent et les réactions ou commentaires à ce que les gens disent. Et donc à partir du moment où on est dans la réaction ou le commentaire à ce que les gens disent, on est dans l'épilinguistique ou dans le métalinguistique si on est linguiste. Bien. Alors évidemment, ce que les gens disent d'une part et les réactions ou les commentaires sur ce que les gens disent appartiennent tous deux à des états cognitifs différents. Il y a des états cognitifs qui déterminent ce que les gens disent et des états cognitifs qui déterminent les réactions à ce que les gens disent ou les réactions inconscientes ou inconscientes à ce que les gens disent. Alors l'exemple qui a été abordé, c'était un exemple d'une locutrice du Michigan qui qui disait quelque chose au sujet de parler afro-américain. Alors volontairement, j'ai essayé d'être le plus fidèle possible, de rester aussi fidèle que possible aux commentaires de Preston. Et ce qui se dégage de ce commentaire de Folk Linguistics, c'est que la locutrice émet un avis sur un certain parler, qui est un parler donc qu'on appelle l'AVE, l'afro-américain si vous voulez, qui correspondrait en France au parler des cités, des banlieues, etc., c'est-à-dire à une façon d'utiliser le français qui correspond à des usages, disons, marginaux. Je réalise tout d'un coup que j'ai oublié de vous donner la feuille d'émargement. Je vais vous donner ça tout de suite. Tenez, voilà, je remplirai les détails après. Bien, donc
on est bien dans un cas où quelqu'un dit quelque chose au sujet de certains emplois, et donc on regarde un peu le commentaire de Preston, et on se rend compte, je ne reprends pas l'analyse dans le détail, je vous renvoie, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à l'enregistrement qui est sur le site internet. L'idée qui se dégage, donc, c'est que le présupposé de cette locutrice, c'est que les variétés non standards de sa langue sont dénuées de règles. D'accord ? Et là, c'est ce que Preston appelle une théorie folk au sujet du langage, c'est-à-dire, c'est pas juste une croyance de cette dame-là. Il se trouve qu'une série d'analyses conversationnelles montre qu'un grand nombre de personnes pensent cela. Les parlers éloignés de la norme sont dénués de règles. Et c'est cela qui peut en partie expliquer leur rejet par certains types de locuteurs, enfin tout au moins leur rejet explicite. Alors évidemment, c'est une chose qui, du point de vue linguistique, est erronée, puisque je le rappelais là avec cet extrait toujours de Preston, comme on le sait depuis très longtemps, depuis le début de la sociolinguistique avec William Leiboff, tout système linguistique a ses règles. Oui ? Elle nie l'existence de règles dans le parler afro-américain. Je pense qu'elle insiste simplement sur le fait que le parler afro-américain s'éloigne des règles admises du parler conventionnel et que cela lui paraît être un manque d'effort de la part de la communauté afro-américaine de s'intégrer dans la communauté générale, mais je ne pense pas qu'elle niait par là l'existence de règles affirmées dans le parler afro-américain. Oui. Avoir moins d'importance que les règles du parler conventionnel admis en société et compris par elles aussi. Alors bon, là j'aurais du mal à vous répondre en détail. Il faudrait reprendre le détail du texte de Preston en fait pour voir comment il aboutit à cette idée. Moi évidemment dans le PowerPoint je n'ai sélectionné que quelques petits extraits qui ne montrent peut-être pas assez l'argumentation qui sous-tend cette hypothèse de Preston, disant que effectivement, ça n'est pas seulement qu'elle considère qu'il y a certaines règles de la AVE et certaines règles de l'anglais standard, et qu'elle reproche aux locuteurs de la AVE de ne pas utiliser son système de règles à elle. Preston prétend donc que son analyse conversationnelle l'amène à dire que cette locutrice estime qu'il n'y a pas de règles dans ses parlers et que, du coup, moi, là où je pense que c'est assez crédible, c'est que très souvent, les parlers éloignés des normes, c'est-à-dire les parlers des banlieues, des cités, tout ce que vous voulez, sont perçus par la norme comme étant de toute façon des parlers de populations qui de toute façon sont aussi hors normes, déjà socialement, d'une certaine façon, sont en dehors de ce qui est représenté comme un comportement standard, d'une manière sociologique générale, enfin, ou même voire psychologique. Donc le fait que ça s'applique aussi au langage me paraît assez crédible. Mais enfin, vous avez raison, il faut regarder les choses en détail et bien vérifier cela. Mais enfin, admettons, je le prends juste comme un exemple, pour vous donner un exemple concret. Quand on parle de théorie folk, qu'est-ce qu'on vise ? Eh bien, on vise non pas seulement des opinions subjectives, personnelles sur le langage, etc., mais on vise le fait que certaines personnes ont des théories stables sur le langage. Bien. Alors, j'avais pris aussi un premier exemple, mais
je ne vais pas encore avoir le temps de vous en parler cette semaine, ce sera pour une autre fois. Je suis en train de... C'est assez long finalement, puis c'est assez difficile de trouver quand même de quoi se mettre quelque chose sous la dent pour le linguiste, mais je suis en train d'analyser un peu les discours des coacheurs séduction par SMS. C'est assez instructif, mais bon, c'est un peu pauvre pour l'instant ce que je trouve, donc je vais essayer de voir s'il y a moyen de trouver des choses quand même intéressantes. Mais il y a quand même, je me suis rendu compte assez rapidement, que lorsque vous regardez des sites qui vous expliquent comment séduire quelqu'un en utilisant des SMS, la première chose qu'on vous dit, en général, c'est surtout n'utilisez pas le langage SMS, c'est-à-dire avec des abréviations ni avec des smileys, etc., etc. Donc essayez d'utiliser un langage bien orthographié, bien construit, voilà, pour donner, sous-entendu, pour donner une bonne image de vous. Donc vous voyez, il y a toutes sortes d'idées sous-jacentes là-dedans. Mais on pourrait essayer du coup de voir si on pourrait considérer ce parler SMS comme un parler dénué de règles. Et d'ailleurs, vous voyez que là aussi, il y a un discours qui plane un peu dans la société française, consistant à dire, bah oui, depuis que les jeunes gens utilisent le SMS, ils ne savent plus l'orthographe, ils écrivent n'importe comment, etc., etc. Chose qui est, encore une fois, une théorie folk assez commune, hein, qui est probablement assez fausse dans le fond, parce que ça n'est pas l'usage d'un second type. En fait, le fait d'utiliser des SMS, c'est un peu comme une diglossie, c'est-à-dire c'est un deuxième système d'écriture, mais au fond, pas plus que prendre des abréviations, utiliser des abréviations quand on prend des notes pour un cours. Au fond, ça n'est pas tellement différent. S'il y a un impact, il ne se situe pas à ce niveau-là. Mais enfin bon, ici, on pourrait considérer que dans le cas du langage SMS, ce que les locuteurs sentent bien, c'est qu'il y a des situations dans lesquelles une certaine façon de parler est adaptée, dans d'autres, elle n'est pas adaptée. Voilà. Pour l'instant, restons-en là. Le deuxième exemple, c'était un exemple lexical sur la nuance entre cadeau et présent. Et cet exemple conduisait à l'idée que une théorie folk, une des théories folk les plus courantes, selon Preston, c'est de considérer que il y a une sorte de norme du langage qui existe quelque part, qui est fixée, qu'on peut voir notamment dans les dictionnaires. Il y a une norme. Et cette norme, le langage correct, il est correct en tant qu'il est prélevé sur cette norme. Et puis le langage ordinaire, c'est un éloignement par rapport au langage correct. Et puis les dialectes et les erreurs sont encore des formes d'éloignement. Donc il y a une théorie descendante par rapport à une sorte de réalité du langage en tant que codification existante. Hein. Alors que ce que les linguistes savent, et là où il y a effectivement une grande divergence entre le point de vue de la linguistique spontanée et le point de vue des linguistes, c'est que la seule réalité, c'est la réalité des idiolectes, c'est-à-dire ce que des personnes particulières sont en train de dire à un moment donné, ou écrivent à un moment donné. Bon, c'est ce qu'on appelle les idiolectes, c'est-à-dire les parlers vraiment individuels, si vous voulez. Et puis que les idiolectes forment des groupes qui peuvent être éventuellement des dialectes, et puis que, mais c'est déjà regrouper plusieurs idiolectes pour dire c'est un même dialecte, eh bien c'est déjà une certaine simplification, une certaine abstraction. Et remonter de l'ensemble des dialectes du français, par exemple, pour aboutir à l'idée c'est le langage, eh bien c'est une abstraction encore plus grande. Donc pour les linguistes, le langage est vraiment une abstraction, hein, ce qu'on voit bien ici, et les parlers, voyez, de différents individus, voyez, speaker 1, speaker 2, etc. Ici, c'est ce que disent les gens, et une même personne parfois a des slip of the tongue, c'est-à-dire elle se trompe en parlant, etc., des interférences, etc. Bon, donc une même personne va avoir des actualisations de langage assez diverses, et au fond, les personnes renvoient à des styles, les styles à des types d'anglais. Vous voyez, on retrouve ici la AVE, l'américain du Sud, d'autres, l'anglais américain, l'anglais britannique, etc. Et chaque fois qu'on remonte d'une branche ici, on a une abstraction. Hein. Et l'idée de la théorie folk, c'est que les gens croient à la réalité de cette abstraction. Non pas
parce qu'ils ont lu les linguistes et ils se sont dit « Ah, les linguistes ont dit ça, ça doit exister ». Pas du tout, évidemment. Hein. Personne ne lit les linguistes, à part les étudiants en linguistique qui sont obligés de le faire, et les autres linguistes, bien sûr. Mais c'est simplement que c'est une croyance partagée, très largement partagée. C'est-à-dire que quand ils apprennent la langue, on leur apprend l'anglais, on leur apprend l'anglais américain, on leur apprend une norme. Il y a une norme. par la même, du coup, ils s'inscrivent aussi dans un certain arbre théorique qui a une certaine matière, c'est-à-dire que ce n'est pas un arbre purement théorique que les linguistes auraient constitué, c'est un arbre quand même qui a une certaine matière dans la mesure où c'est transmet ou c'est transmis Oui, non mais tout à fait d'accord, hein, bien sûr, vous avez raison, mais ça se situe au niveau des représentations. C'est-à-dire que les normes que l'on a, ce sont des normes en termes de représentation. C'est-à-dire que, bien sûr, lorsque vous entendez, je sais pas, il y a plusieurs situations, les enfants qui apprennent leur langue maternelle, un étranger qui apprend une langue étrangère, enfin quelqu'un qui apprend une langue étrangère, vous pouvez être amené dans certaines situations à reprendre quelqu'un, à dire on ne dit pas comme ça, on dit comme ça, etc. Bon, et quand vous faites cela, effectivement, vous faites référence à une certaine norme. Quand vous expliquez à quelqu'un, on ne dit pas ça dans telle situation, on dit plutôt ça. Par exemple, je ne sais pas, quand vous écrivez des mails à des professeurs, je ne sais pas si on vous a déjà dit qu'en général, il est préférable d'écrire Monsieur le professeur, Madame le professeur, plutôt que commencer le mail en disant bonjour. Hein. Bon, mais ça, si vous le faites, c'est bien. Si vous ne le faites pas, ça donne une certaine image de vous. Et bon, voilà. Évidemment, il y a des milieux dans lesquels ce serait absurde dans certains milieux, écrire à quelqu'un en disant cher monsieur, chère madame, etc., ça paraît très bizarre, ça paraît très très bizarre. On dit plutôt bonjour. Mais il y a d'autres situations où une certaine norme du milieu social, etc., requiert un certain type de distance entre le locuteur et l'énonciateur, etc., entre le locuteur et la locutaire, pardon. Et donc tout ça, ce sont des normes extrêmement complexes qui régissent les rapports entre les gens dans une société et qui sont plus ou moins maîtrisées par les acteurs. Hein. Il y a des gens qui maîtrisent très bien les normes, mais d'une manière très subtile, etc., et puis d'autres qui les maîtrisent de manière plutôt grossière, hein, et qui ont un paquet de formes qui s'appliquent, qui utilisent un ensemble de formes pour des groupes énormes de gens et qui ont une palette de variations assez limitée. Mais tout cela, ce sont des représentations. L'exemple de cadeau et présent, qu'est-ce qu'il vise à montrer? Dans le dialogue, on a l'impression que les locuteurs vont essayer de dire que là, dans cette situation, c'est cela, soit c'est cadeau qu'il faut utiliser, ou c'est présent. Bon. Comme si il y avait une sorte de répertoire prévu de toutes les situations possibles, on doit dire cela dans telle situation. Mais en fait, ce qui est complètement en dehors de leur perspective, et c'est là où il y a une forme d'essentialisation du langage en tant que norme générale, ce qui est hors de leur perspective, c'est que selon la nuance que vous voulez apporter, vous allez utiliser plutôt un terme plutôt qu'un autre. Il y a de très nombreuses situations langagières dans lesquelles plusieurs mots sont disponibles pour une seule et même réalité, et ça n'est pas dans une espèce de codification qu'on va vous dire, oui, pour tel mot, il y a telle réalité, etc. Mais c'est une certaine orientation de votre rapport avec l'interlocuteur ou une certaine volonté d'influencer ou d'agir sur votre interlocuteur qui va justifier le choix de tel mot ou de tel autre. Je ne sais plus si c'est... Non, je ne crois pas que c'était avec vous, c'est avec un autre groupe que j'avais pris cet exemple. Bon, très grossier, je m'en excuse, mais je le trouve assez parlant. Il se trouve qu'aux États-Unis, la grande majorité de la population qui occupe les prisons, ce sont
c'est la population noire. Bon. La grande majorité, enfin surtout les jeunes et les hommes. Bon. La pauvreté est le plus souvent, la répartition de la richesse et de la pauvreté est évidemment plus la richesse du côté des blancs que du côté des noirs. Donc, pour un groupe de personnes jeunes adultes noirs qui sont en prison, le même groupe de personnes, vous pouvez y référer au moyen du langage en disant les noirs, les criminels ou les gens qui ne respectent pas la loi, vous pouvez dire les pauvres, les plus pauvres de cette classe d'âge, etc. Vous voyez que dans les trois cas, ça renvoie au même groupe de population. Hein? Donc, du point de vue du référent, à la limite, je simplifie terriblement la chose, mais les trois expressions renvoient au même groupe d'individus. Mais vous voyez bien que le choix de parler, on pourrait dire la même chose d'ailleurs en France, pour les banlieues et les maghrébins ou les arabes, si vous voulez, en général. C'est bien connu que la population carcérale est très majoritairement peuplée de gens qui sont d'origine arabo-musulmane et qui sont des hommes jeunes, etc. Et que la plupart du temps, ce sont des gens qui viennent de milieux défavorisés. Bon, vous pouvez en parler en disant les jeunes arabes ou les jeunes de milieux défavorisés. Et en fait, dans les deux cas, vous renvoyez au même groupe de population. Donc, on a bien des expressions qui renvoient légitimement au même groupe de gens, à un groupe de gens. Mais l'enjeu de dire les populations sont majoritairement peuplées de jeunes arabes ou les populations sont majoritairement, les prisons sont majoritairement peuplées de jeunes issus de milieux défavorisés, vous dites, du point de vue référentiel, vous dites la même chose du même groupe de personnes, sauf que vous ne le dites pas de la même façon. Et ça, c'est pas écrit dans une codification du langage. C'est vous qui, spontanément, évidemment, voulez orienter votre discours de tel ou tel côté. Bon, on sait bien que les gens qui veulent accentuer les clivages raciaux, sociaux, etc., vont dire « Ah oui, vous voyez bien que l'islam, c'est pas bien, tous les Arabes sont en prison. Les prisons, plutôt, sont majoritairement peuplées d'Arabes, etc. » Bon, vous voyez, donc on voit que le discours référentiel qui va s'orienter de cette façon-là va donc être orienté dans un certain sens, politiquement, argumentativement, etc. Et puis, bien sûr, il y aura un discours plus social qui va essayer de dire, oui, les caractéristiques des gens qui sont en prison, c'est aussi qu'ils viennent de milieux très défavorisés, donc ils ont peut-être du mal à accéder à un certain, un certain détachement par rapport aux situations de vie qui permet d'étudier, etc. Enfin bon, bref, sans vouloir forcément enlever la responsabilité individuelle des gens, mais il y a un discours qui va être évidemment tout à fait social. Bon, voilà, ce sont des simplifications très 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 grossière, mais je pense que le contraste vous permet de bien voir qu'il y a des différences dans le langage, des différences de choix des mots qui ne viennent pas de codification écrite dans le dictionnaire ni nulle part ailleurs, et que c'est vraiment ça l'idée que la bonne façon, qu'il y a une façon juste de dire les choses qui serait inscrite quelque part dans le ciel de la linguistique. Non, ça n'existe pas. Bien sûr, il y a des façons fausses et il y a une norme. Mais il y a des dizaines de façons de dire une seule et même chose. Et les différences viennent seulement de ce qu'on veut faire avec le langage, des responsabilités qu'on prend, de l'engagement qu'on prend, de l'image qu'on veut donner, de comment on veut influencer les gens, etc. etc. Bien, donc je concluais en disant que, au fond, le point de vue de Preston est intéressant, pourquoi pas, mais il adopte un point de vue assez limité au cadre psycholinguistique, au cadre sociolinguistique, et au fond, il y a d'autres aspects de l'épilinguistique et de la linguistique spontanée qui vont au-delà de la dimension sociologique. Alors c'est ça que je voudrais voir aujourd'hui. D'abord, en vous parlant un peu de la question des connaissances naïves. Parce que, donc, parmi les dénominations possibles, on peut dire la linguistique folk, la linguistique populaire, la linguistique naïve, la linguistique spontanée.
Pour ma part, je préfère l'expression linguistique spontanée, pour des raisons que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Mais je vous dis tout de suite, ce sont vraiment, grosso modo, toutes ces expressions renvoient à la même chose. Il n'y a pas d'enjeu théorique monumental. Mais enfin, c'est intéressant quand même de situer la question de la linguistique spontanée dans le cadre général des connaissances naïves. En fait, les connaissances naïves, elles existent pas seulement pour le langage. Il y a pour toutes sortes de domaines. Alors là, je vous ai indiqué, ne le lisez pas, ou c'est pas du tout obligatoire pour le cours, c'est juste une lecture comme ça que je vous indique si vous avez la curiosité, si ça vous intéresse. C'est un livre général sur l'ensemble des connaissances naïves, et voici ce que dit la 4e de couverture. Les connaissances dites naïves se développent dès la prime enfance au contact du monde. Il est important, voire fondamental, pour les apprentissages, de les identifier et de cerner leur impact sur les processus cognitifs ultérieurs. Comment se construisent-elles? Font-elles obstacle à l'acquisition de notions scientifiques ou peuvent-elles la faciliter? Peuvent-elles coexister avec des connaissances acquises au cours de la scolarité? Cet ouvrage, de façon inédite, intègre différentes approches disciplinaires, psychologie du développement, psychologie cognitive, didactique, linguistique, et voilà. Donc, l'idée ici, vous voyez, c'est que on a des connaissances naïves, spontanées sur tout. Il y a une physique naïve, une biologie naïve, comme il y a une linguistique naïve, au fond. Donc on peut considérer que, d'une certaine façon, ce qu'on appelle la linguistique spontanée ou la linguistique populaire fait partie de l'ensemble des connaissances qu'on peut appeler qu'on regroupe, des connaissances spontanées qu'on regroupe sous la dénomination de psychologie naïve. Par exemple, en physique, le fait de savoir que si vous lâchez un objet, il tombe, c'est une connaissance physique, d'une certaine façon. C'est de la physique naïve, la gravité. Du coup, faire des calculs de mécanique sur le mouvement d'un solide qu'on lance, par exemple, ou qui glisse sur un pan incliné, enfin des choses que vous avez peut-être faites au baccalauréat ou que vous avez fait dans votre scolarité, ce sont au fond des exercices qui ne remettent pas tant que ça en question notre appréhension de la physique naïve. Plus une chose est lourde, plus elle va tomber vite. Enfin bref, il y a toutes sortes d'équations qui rendent compte de cette connaissance-là. En revanche, dès que vous êtes dans la mécanique quantique, par exemple, eh bien, tout d'un coup, les intuitions de la physique naïve deviennent compliquées. Alors, je vais prendre, pour illustrer ça, un exemple de psychologie naïve qui est l'idée que diviser, c'est partager, et multiplier, c'est augmenter. Alors, évidemment, quand vous enseignez un peu les mathématiques à l'école élémentaire, vous enseignez par exemple la division, et dire, si j'ai un gâteau que je dois partager en trois parties, ça s'appelle diviser. Je divise le gâteau en 3 parties. Et si je multiplie 2 par 3, c'est-à-dire je prends 2, multiplié par 3, ça veut dire que je l'augmente, je fais 2 3 fois. 2, plus 2, plus 2. D'accord? Donc multiplier, c'est augmenter, diviser, c'est partager. Alors ça marche très bien. C'est une analogie qui fonctionne très bien pour comprendre quelque chose d'abstrait. L'addition, la soustraction, c'est très concret, donc ça va assez bien, tant qu'on reste dans les entiers positifs. Mais dès que on passe à la division et à la multiplication, on a besoin d'un appui sur des notions plus concrètes. Donc l'idée de diviser, partager, donc on se sert de la connaissance du partage, de ce que c'est qu'un partage. Et vous allez avoir des problèmes du genre, tu as 9 bonbons, tu dois le partager avec tes 3 amis, combien tu en donnes à chacun. Donc on voit bien que on divise 9 par 3, ça en fait 3 chacun, etc. Alors ça marche très bien jusqu'au moment où on pose ces opérations-là. Alors,
10 divisé par 0,5, ça fait combien? Bah oui. Et 10 fois 0,5, 5. Donc là, diviser, c'est partager, ça ne va pas, parce que la division aboutit à un résultat plus grand que le chiffre de départ, que le nombre de départ, et puis la multiplication aboutit bizarrement à un chiffre plus petit. Donc, évidemment, dès qu'on multiplie ou qu'on divise par des nombres inférieurs à 1, on va avoir une remise en question de cette analogie qui fait partie de la psychologie naïve. Et ça, c'est un seuil très difficile pour les apprentissages. Les enfants ont beaucoup de mal à passer à ça, parce qu'ils restent accrochés à cette association, si vous voulez, d'idées que diviser, c'est partager, etc. Donc il faut qu'ils quittent cette analogie-là pour aboutir à une autre analogie plus abstraite, où on va voir que la division et la multiplication sont en fait des opérations inverses, quoi. Bon, voilà, c'était un exemple. Donc l'idée, c'est que dans les problématiques didactiques, dans les problématiques d'apprentissage, il vaut mieux avoir une idée des connaissances naïves pour savoir quels vont être les verrous qui vont empêcher la progression des apprentissages pour certaines questions. Alors, la question, c'est de savoir s'il est judicieux de parler de connaissances naïves. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de parler de croyances, hein? Parce que, sans entrer dans un débat philosophique sur la distinction entre croyances et connaissances, classiquement, la connaissance, c'est un type de croyance. La connaissance, c'est la croyance vraie, justifiée, dans la perspective platonicienne, si on veut. Hein. C'est-à-dire que c'est une connaissance, c'est quelque chose dont vous êtes absolument certain, c'est pas juste une croyance, c'est une croyance vraie, quoi, et qui, en plus, vous savez pourquoi elle est vraie. D'accord ? Donc il faut qu'il y ait une justification. Eh bien, au fond, si on rappelle ainsi la distinction entre croyance et connaissance, on aurait plutôt envie de parler ici de croyance naïve plutôt que de connaissance naïve. Donc, finalement, on pourrait parler de croyance naïve, mais du coup, vous voyez, croyance plus naïve, ça provoque ça déclenche, si vous voulez, une valeur un peu péjorative. Bon, donc ça ne me paraît pas une expression très facile à utiliser, très favorable. Bon, par ailleurs, je l'ai dit, la psychologie naïve attire notre attention sur le rôle des croyances naïves dans les apprentissages. Et ça, effectivement, on l'avait vu, ça faisait partie des enjeux de la linguistique populaire selon Preston. Et vous voyez que, à la différence du point de vue de Preston, la folk linguistics, qui donc est un point de vue complètement socio-linguistique, approcher les problèmes d'épilinguistique via les connaissances naïves, c'est adopter à ce moment-là directement un point de vue non plus socio-linguistique, mais cognitif. Oui, vous aviez une question ou une remarque. Ah, mais c'est bien. Le choix des termes concernant croyance et connaissance naïve, c'est-à-dire Ouais. que quand l'individu, en fait, je vais reprendre votre exemple du multiplier, c'est augmenter, et diviser, c'est partager. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, ça s'apparente vraiment à de la connaissance dans la mesure où celui qui croit connaître ça n'a pas vu l'exemple justement du multiplier par 0,5 et diviser par 0,5. C'est-à-dire que Donc c'est pas une croyance vraie. Dans un raisonnement fermé de multiplier par des chiffres ronds et diviser par des chiffres ronds, inférieur à 1. C'est vraiment une connaissance, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autre exemple. C'est seulement quand on sort de ce raisonnement que d'un coup ça paraît être des croyances parce que on change de référentiel, quelque chose qui est quand même dans un milieu assez fermé. C'est-à-dire que si on apprend à celui qui croit connaître que
sera entre guillemets actualisé, et dans ce cas-là, ça restera de la connaissance naïve. Et je pense que ce serait de la croyance naïve si la personne, en l'occurrence, qui avait cette connaissance naïve de multiplier, c'est augmenter, et diviser, c'est partager, continuait à croire à ce raisonnement malgré qu'elle sache le résultat de multiplier par 0,5 et diviser par 0,5. Oui, là je crois que votre commentaire vient du fait que vous n'avez pas forcément la même conception du rapport entre connaissance et croyance, en fait. Hein. C'est peut-être là-dessus que ça joue. Ouais. Oui ? Non, mais ce qu'il était en train de pointer, justement, je pense que c'est exactement la limite qu'il faut faire dans la vérité scientifique. Oui, exactement. C'est un petit peu ça, je veux dire oui. que je me base aussi sur l'idée de vérité scientifique, c'est-à-dire que ouais. Ce qui est vrai, c'est ce qu'on n'a pas encore démontré comme faux, c'est ça. Voilà. Oui, oui, c'est la question de la falsifiabilité, c'est ça que vous voulez dire. On n'a pas encore démontré comme faux de la même manière. Oui. Je me basais en fait sur Oui, oui, oui. Je vois ce que vous voulez dire, oui. Mais à ce moment-là, à quel moment, enfin, à ce moment-là, si vous voulez, l'introduction de cette dimension un peu paupérienne de falsifiabilité, comme de toute façon on n'aura jamais fini d'essayer de démontrer si une chose est fausse, ça neutralise complètement l'opposition entre croyance et connaissance, en fait. Bon, alors on peut y renoncer, hein, c'est un choix, mais au fond, on sait bien qu'on a besoin de cette distinction. Hein, parce que, je veux dire, c'est pas la même chose dire savoir que P et croire que P. Hein, ça c'est clair. Si je dis Pierre croit que Paul est parti, c'est que évidemment Paul n'est pas parti dans la vérité, dans la réalité, et que voilà. Alors que si je dis Pierre sait que Paul est parti, c'est que donc si la différence du point de vue scientifique est assez complexe et que c'est vrai que les savoirs scientifiques sont toujours d'une certaine façon momentanés, ils résultent d'un accord des scientifiques à un moment donné et certaines idées peuvent être modifiées. Dans nos pratiques sociales et langagières, on a besoin d'une frontière entre la connaissance et la croyance. Hein. Ouais, mais ah oui, mais là, on est quand même dans les connaissances ou les croyances naïves, donc on est quand même très loin de la science, hein. D'accord ? Encore que, parce que c'est-à-dire que lorsqu'une personne pense, par exemple, qu'il existe une surcatégorie de langage, je pense que c'est un peu moins caricatural que comme vous l'avez présenté, c'est-à-dire qu'elle ne pense pas qu'il y a un seul langage parlé par tout le monde. Non. Je pense qu'elle pense qu'il y a cette personne-là pense qu'il y a des limites qui font qu'il y a un bon parler et un mauvais parler, mais elle ne pense pas, par exemple, qu'il n'y a qu'un seul langage et une seule vraie expression. Je pense qu'elle a conscience de la multiplicité des bonnes expressions. Oui. Oui. Oui, non, mais si vous voulez, on peut. Là, la chose est simplifiée à l'extrême pour montrer, mais il y a quand même, si vous voulez, parce que ce qui caractérise le point de vue des linguistes, c'est qu'au fond, il y a vraiment des choses qui ne sont pas possibles, mais il y a des tas de choses qui sont possibles dans plein de situations, selon les situations. Et ça, en général, dans les croyances spontanées, les choses sont quand même beaucoup plus rigides. On pense plutôt que... Par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous dites une foule d'étudiants sont venus ou une foule d'étudiants est venue ? Non, ça on peut choisir. On peut choisir selon qu'on veut insister sur la foule et sur les... Voilà. Mais vous allez avoir des gens qui pensent avoir une vérité absolue en disant l'article indéfini c'est une, donc c'est est. Et on aura plutôt ce genre de réaction, ou alors j'en sais rien, mais en tout cas, si vous demandez ça à des gens, là, vous faites une enquête, je suis à peu près sûr que vous aurez soit j'en sais rien, mais je pense qu'effectivement il y a une vraie réponse, et soit je sais, il faut dire comme ça, et vous aurez un tout petit nombre de gens qui vont dire bah oui, selon ce que vous voulez dire, selon si vous voulez insister sur la foule, c'est-à-dire
Selon si vous considérez une foule de comme un déterminant qui veut simplement dire des, vous accordez au pluriel dans ce cas-là. Soit vous considérez que foule est le nom noyau, vous parlez non pas des étudiants, mais vous parlez de la foule. Dans ce cas-là, vous accordez au singulier. Mais ça sera un tout petit nombre de gens, hein, parce qu'on va plutôt vers une image de beau langage cristallisé quelque part. Oui, vous aviez une remarque aussi ? Oui. Ok, alors, maintenant, un petit mot pour terminer, donc, sur la notion de linguistique spontanée. Alors, quand je parle de linguistique spontanée, en fait, je fais référence à un emploi de spontané qui a une histoire très précise et qui... Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la justification de cet adjectif, mais disons que, voilà, grosso modo, l'expression linguistique spontanée me paraît la bonne expression pour parler du domaine de la linguistique dans lequel on va étudier tout ce qui relève de l'épilinguistique et des aspects de folk linguistics, de connaissances naïves au sujet du langage, etc. Alors, pourquoi linguistique spontanée, ça a un rapport avec Althusser? Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Louis Althusser, qui était un grand philosophe marxiste, qui était quasiment à l'école normale supérieure, et qui a marqué des générations d'intellectuels dans les années 50, 60. Bon. Alors, il a écrit, c'est en fait le texte d'une conférence incroyable, hein, c'est-à-dire ce genre de conférence, c'était un philosophe comme ça, mais qui faisait une conf, je crois, à la salle du SAN, à l'école normale supérieure, mais où il y a de la foule sur le trottoir pour entrer. Hein. Imaginez aujourd'hui qu'il y a une foule pour écouter une conférence intitulée « Philosophie et philosophie spontanée des savants ». Hein. Bon. Non, il y a... Oui. Enfin bref, c'est une autre époque. Passons. Alors, Pierre Macheret, qui est donc quelqu'un qui a travaillé sur Althusser et qui l'a bien connu, a fait un petit texte sur cette question. Alors, on ne va pas le voir en détail, mais voilà ce que je voudrais vous donner comme citation. On commence alors à comprendre comment la notion de philosophie spontanée des savants, alors j'expliquerai après, de philosophie spontanée des savants était appelée à prendre place dans ce dispositif. Les scientifiques étant des gens qui font de la philosophie spontanément, c'est-à-dire à certains égards sans le savoir, sans savoir ce qu'ils font, en pratiquant sans formation préalable et sans contrôle la philosophie, et sans savoir de quelle sorte de philosophie ils font en procédant de cette façon, il est nécessaire de leur fournir des éléments qui leur permettent de reprendre la maîtrise de leur pratique informelle de la philosophie, et par là de rectifier cette pratique en la réorientant dans un nouveau sens. Donc l'idée, là, vous voyez, la philosophie spontanée des savants, c'est lié à une problématique, parce que Althusser a bien connu Bachelard, tout ça, juste fini, hein, puis je vous laisse la parole après. C'est une problématique très connue à l'époque sur l'histoire des sciences, hein, c'est-à-dire sur la question de savoir s'il y a des coupures épistémologiques dans l'histoire des sciences, ou est-ce qu'il y a une sorte de continuité, etc. Et l'idée d'Althusser, c'est que certains paradigmes, enfin certains blocages dans des conceptions scientifiques viennent du fait que les savants ont une philosophie spontanée qui, en fait, les enferme dans une forme d'idéologie, si vous voulez. Oui. Non, c'était justement sur la façon dont ils avaient changé de paradigme vis-à-vis de ce qui est énoncé ici, qui est une forme un peu éthique, une forme de renouveler la philosophie, donc c'est ce que j'ai compris, donc l'orienter vers la philosophie des sciences, véritablement, qui est celle qui pratique de façon informelle, d'après Althusser, Ouais. et qui est reprise dans cette thèse par Macheret, et qui lui prône le fait que les éléments qu'on doit leur donner comme un espèce d'appareil, disons, syntaxique, philosophique, qui leur permettrait de réévaluer leurs compétences. Eh ben, de se libérer. Qu'ils ont vis-à-vis de cet objet-là. C'est ça, de prendre du recul, au fond, par rapport aux concepts philosophiques que leur pratique scientifique génère spontanément. Donc, tout ça, si vous voulez, c'est juste pour expliquer qu'est-ce que ça veut dire exactement spontané. Ouais. Alors,
la philosophie spontanée des savants est constituée par les idées que se font les savants au sujet de leur propre pratique. Idées qui sont déjà philosophiques, en ce sens qu'elles sont décalées par rapport à cette pratique dont elles proposent une interprétation sauvage. Bon, sauvage au sens où on parle d'art brut, d'art sauvage, etc. Alors, je continue. Il y a des... Donc ça, c'est une citation d'Althusser, cette fois-ci, et on va s'arrêter là-dessus. Il y a des idées fausses sur la science, non seulement dans la tête des philosophes, mais dans la tête des scientifiques eux-mêmes. De fausses évidences qui, loin d'être des moyens pour progresser, sont en réalité des obstacles épistémologiques, selon Bachelard. Il faut les critiquer, les réduire en montrant les problèmes réels qu'elles recouvrent sous des solutions imaginaires. Mais il faut aller plus loin et reconnaître que ce n'est pas un hasard si ces idées fausses règnent en certains lieux du domaine de l'activité scientifique. Ce sont des idées et des représentations non scientifiques, idéologiques. Là, cette idée que ce n'est pas parce qu'un scientifique est un scientifique que chaque fois qu'il parle, il parle en tant que scientifique. Elle forme ce que nous appelons provisoirement l'idéologie scientifique ou l'idéologie des scientifiques. Une philosophie capable de les discerner et de les critiquer peut avoir pour effet d'attirer l'attention des scientifiques sur l'existence et l'efficacité de l'obstacle épistémologique que représente cette idéologie scientifique spontanée. La représentation que se font les scientifiques de leur propre pratique et leur rapport à leur propre pratique. Ici encore, la philosophie ne se substitue pas aux scientifiques, elle intervient pour dégager la voie dans laquelle peut alors se tracer une ligne juste. Bon, je prends juste un petit exemple rapide, parce que l'heure est bientôt terminée, sur la distinction, sur ce clivage entre la médecine scientifique et les médecines alternatives. La plupart des médecins qui sont de formation occidentale, etc., considèrent que tout ce qui n'entre pas dans la rubrique des descriptions possibles dont on dispose grâce aux méthodes expérimentales n'existe pas. Hein. Alors que vous avez des traditions ancestrales asiatiques qui reposent sur des trajets de méridiens, hein, les méridiens qui correspondent à rien dans la biologie occidentale, hein, qui sont ni des nerfs, ni des muscles, c'est rien, c'est des trucs. Bon, et ben, tout simplement dans cette philosophie spontanée-là, ça n'existe pas. Et même si vous avez des médecins orientaux, chinois, indiens, etc., qui soignent des gens ou qui résolvent des problèmes grâce à leur technique, eh bien, aujourd'hui, on ne sait pas quoi en faire. Hein. Je veux dire, la science occidentale, aujourd'hui, ne sait pas expliquer des choses tout à fait connues, transmises depuis des siècles dans des civilisations, disons, orientales, pour simplifier. Et le jour où on comprendra comment ça marche, là, il va y avoir un véritable bouleversement, je pense, dans la médecine au plan mondial. Mais on n'en est pas là. Alors, dernière chose, je n'ajoute qu'un mot sur cette idéologie spontanée. On verra qu'elle est spontanée parce qu'elle ne l'est pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement que les savants ont l'impression que c'est spontané pour eux. Mais en fait, ils sont... Alors ça, c'est là où on retrouve les théories globalement marxistes, disons. Ils sont surdéterminés par un certain nombre de facteurs. Hein. Cette linguistique spontanée, elle est peut-être spontanée, mais elle n'est pas naturelle. Elle est conditionnée par des facteurs cognitifs et contextuels. Hein. Des facteurs cognitifs qu'on peut considérer comme internes et des facteurs contextuels qu'on peut considérer comme externes. Alors je conclus sur ces questions. Donc, toutes ces dénominations, je l'ai dit, se recoupent un peu, et la variété des dénominations correspond à des orientations légèrement différentes. Le choix que je fais de parler de linguistique spontanée est destiné à mettre l'accent sur la dimension cognitive du phénomène, hein, et faire cela, évidemment, ça n'est pas de la linguistique spontanée, mais c'est une décision métalinguistique. Voilà, donc on se retrouve... Ah oui, c'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Oui, je suis encore à l'étranger la semaine prochaine, donc... Comment ?
Oui, bah oui, non, mais je suis désolé, ça serait sympathique, mais ça coûterait trop cher. Donc oui, alors je vais vous donner encore une fois une conférence sur Internet. Donc en fait un cours sur Internet, mais ce cours en fait, parce que la conférence que je vais faire à Naples là a un rapport avec la linguistique spontanée. Donc ce que je vais faire, je vais l'enregistrer. Et je vais mettre carrément cette conférence sur le site qui sera comme un cours. Bon, ça durera peut-être plutôt 2 heures qu'une, mais peu importe. Hein. Et on en reparlera donc dans 15 jours. Donc on se retrouve que dans 15 jours. Hein.